10h04, nous sommes en direct. Ça y est, nous avons lancé un petit peu ce direct avec donc Olivier et Maxime qui sont... alors je sais pas ce qu'on dit, si on dit vigneron ou viticulteur en fait, ou c'est la même chose. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un peu la même chose. En fait, le vigneron a un petit statut d'artisan. Le viticulteur serait plus un gros propriétaire terrien. D'accord. Dans le langage habituel, l'un ou l'autre passe plutôt bien. D'accord. Le vigneron, le vigneron donc petit artisan. Oui, c'est l'artisan. Et le viticulteur gros propriétaire terrien. Mais bon, après, on va dire dans la définition, mais après dans le langage courant, on peut utiliser l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, alors, et Maxime, tu es d'accord avec ça? Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Oui, je suis plutôt d'accord, effectivement. Le vigneron, on a toujours eu enfin moi, de mon point de vue en tout cas, on a toujours eu l'aspect petit artisan, voilà, qui fait aussi la partie vin. C'est vrai que viticulteur, dans le terme, ça serait... il cultive juste la vigne. D'accord. Pour moi, c'est plus ça, effectivement, aussi. Donc on est plutôt d'accord sur le même point de vue, quoi. Bon, bah ça commence bien alors. Ok, mais c'est dommage parce qu'en fait c'est intéressant d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord et qui s'engueulent sur des sujets où au fond en fait si. Bon, bah tant pis, on va faire ça dans la bienveillance, voilà. Donc on va présenter justement, alors donc pour ceux qui regardent en même temps sur Facebook en direct, nous avons Olivier à gauche, Maxime à droite. Voilà, Olivier, donc vigneron depuis une vingtaine d'années maintenant. Maxime depuis plus récemment. Ouais, je viens de m'installer. Voilà. Donc ça date du mois de mai. D'accord. Et justement, ça fait partie un petit peu de ce qu'on va évoquer. Déjà, justement, on va rester avec toi, Maxime. Qu'est-ce qui motive à une installation aujourd'hui? Alors moi, ouais, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui avait déjà des terres viticoles depuis longtemps. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le faire, comme j'étais bien entouré avec d'autres viticulteurs, dont Olivier qui est là. Voilà. Je me suis dit que c'était plus facile de me lancer que si vraiment je connaissais rien au milieu avant. Bon, les études ont beaucoup aidé aussi, hein, faut pas se le cacher. Et oui, parce qu'on va le dire quand même, tous les deux, vous avez un parcours, il y a des études avant de s'installer, ça se fait pas comme ça, quoi. On se dit pas, tiens. Voilà, par exemple Olivier, comment toi tu en es arrivé là justement? Alors moi, contrairement à Maxime, je suis pas issu du milieu viticole. J'ai découvert la viticulture à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire il y a 30 ans exactement. Et donc je me suis lancé dans des études viticoles, donc à l'école de la Tour-Blanche à Beaune, en Gironde. Et puis j'ai fait un BTS à Blanquefort, en fait, aussi au lycée viticole. Et puis ensuite, n'étant pas issu du milieu viticole, effectivement, c'est un peu compliqué d'accéder à la viticulture, surtout fin des années 90. Donc il y avait peu de terres disponibles finalement en Gironde. Donc j'ai travaillé pour d'autres personnes. J'étais ouvrier viticole, puis chef de culture, jusqu'à mon installation un peu tardive, qui est un peu particulière, parce qu'en association avec des propriétaires, j'ai repris la co-gérance d'une exploitation agricole, enfin viticole à Barsac. Voilà, d'une vingtaine d'hectares, on produit des sauternes et des barsacs et un petit peu de blanc-sec également. Voilà, donc c'est vrai que sur mon parcours, j'ai 6 ans d'études et puis pas mal d'expérience avant de démarrer. Maxime démarre bien plutôt avec moins d'expérience professionnelle, mais avec un passif familial qui fait que il est baigné dedans plus petit encore. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a quand même justement... Ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, en fait, c'est de confronter ça, c'est-à-dire ce regard avec l'expérience et le recul, forcément, que ça apporte. Et Maxime, un enthousiasme à l'installation qui, normalement, est toujours très présent et très là, même si cette année, c'était une belle année pour commencer quand même, hein. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas l'année idéale pour s'installer, mais bon, là, on fait avec. On sait que c'est peut-être encore un an un peu compliqué à gérer, mais après on espère toujours effectivement le meilleur pour notre parcours professionnel et surtout quand on a sur les épaules le poids d'une gérance d'une société. Oui, parce qu'il y a ça, effectivement. Comment est-ce qu'on s'installe
aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences par rapport à il y a 20 ans? Tu parles de terres disponibles. Il y a 20 ans, les terres n'étaient pas accessibles. Bah oui, parce que, enfin, suivant les appellations, bien sûr, en Gironde, malheureusement, on est en pleine crise sur la production, la rentabilité de la production. Donc, du coup, vous avez des terres plus disponibles dans l'entre-deux-mer, notamment, et même chez nous, dans le Sauternais, en fait, où il y a des générations qui arrêtent, il y a peu de repreneurs derrière. Même les exploitations qui s'agrandissaient autrefois, qui rachetaient le voisin, mais ça a un peu ralenti, et du coup, on se retrouve avec des vignes, effectivement, plus facilement reprenables. Bon, il faut être un petit peu courageux, à l'image de Maxime, effectivement, pour aller reprendre des vignobles, mais finalement, il y a un espace qu'il n'y avait pas, moi, il y a une vingtaine d'années, où on n'aurait pas trouvé facilement de terres, de vignobles disponibles en fermage ou alors à l'achat. Effectivement, ça a bien changé. C'est un peu aussi un signe de crise, hein, évidemment. Voilà, mais c'est vrai qu'on passe des millésimes compliqués, que ce soit au niveau du climat, au niveau donc des rendements, au niveau de la qualité des vins, et effectivement, dernièrement, au niveau d'une petite crise qu'on vient de passer, qu'on nommera pas parce qu'on va essayer de l'oublier. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que disait Maxime tout à l'heure, on a démarré cette année sur notre secteur, on a été inondé. Pendant plusieurs jours, hein, il y a 1,50 m d'eau sur le vignoble. C'est la première fois que tu voyais ça? Ouais, moi c'est la première fois que je vois une inondation sur mes vignes. Bon, c'était assez spectaculaire, assez incroyable. Du coup, on le vit de façon, on n'arrive pas à y croire en fait quand on le voit. Donc on s'est fait une petite balade dans le bateau là, au-dessus de nos propres vignes, donc c'était un peu original. C'est particulier quand même de se retrouver à faire du bateau, tu sais. Ouais, après ça engendre des problématiques techniques évidemment, donc à laquelle on ne pense pas sur le moment parce qu'on évite d'y penser. Et donc ça nous a mis en retard sur les travaux effectivement. Il y a un impact sur la santé des vignes? Alors, d'être noyé comme ça Ça a été... ouais, alors cette année, il y a des impacts de beaucoup de choses, donc c'était difficile à estimer, mais effectivement, il peut y avoir des asphyxies racinaires qui font que la vigne a du mal à repartir. En tout cas, on a eu des feuillages assez jaunes sur les parties les plus inondées, des asphyxies qui font qu'elle a un peu de mal à démarrer. Mais effectivement, on aurait pu le voir bien davantage s'il n'y avait pas eu de gel en avril. Oui, parce que c'est ça, Ça a enchaîné, oui. Donc on était un peu, on a 90% du vignoble qui a été gelé à 100%, quoi. Donc d'où la difficulté pour Maxime, effectivement, qui est donc mon voisin maintenant. C'est compliqué de démarrer sur des années comme ça. C'est compliqué parce qu'on sait déjà qu'on va peu produire, il n'a pas eu le temps de s'assurer des assurances, il n'a pas les moyens et ni le temps de le faire sur le délai qu'il avait pour l'installation. Donc quand on démarre avec un tout petit rendement, évidemment, ça fera des petits revenus. Oui, parce qu'il y a des coûts fixes, il y a un prévisionnel qui est fait. J'imagine que du coup, comment tu fais dans ces cas-là, Maxime, justement pour limiter les dégâts, en fait, pour absorber l'absence de revenus? Est-ce que c'est possible déjà? Oui, alors c'est toujours possible. Tu peux faire des économies de toutes les façons, mais notamment ça passe sur le travail du vignoble directement. On diminue le travail qui est fait dessus. On travaille moins sans tracteur, par exemple. On fait plus de travail à pied. Moi, je le fais moi-même, déjà. Comme ça, si je fais des heures sup, je ne suis pas obligé de me payer. Je ne me paye pas des fois aussi tous les mois. C'est une réalité quand on s'installe, malheureusement. Voilà, il faut attendre d'avoir vendu ses premiers litres de vin pour avoir vraiment une entrée d'argent. Donc, ouais, c'est assez particulier. Alors, on va en parler tout à l'heure. Là, je vous propose d'écouter un peu de musique. On va partir vers les Arctic Monkeys. Voilà. Un petit peu de pop rock. On va essayer, en tout cas. Et après, je vous propose qu'on parle de quelque chose qui est un peu central aussi, mais chacun d'un côté, c'est-à-dire justement la cave, en fait. En 2 mots, est-ce que vous pouvez... Olivier, est-ce que tu peux présenter? Oui. En fait, nous avons créé en 2015 une cave coopérative à Sauternes, qui était un petit renouveau, effectivement. Cette petite cave coopérative a existé 2 ans par elle-même, et puis elle a fusionné en 2018 avec un gros groupe coopératif qui s'appelle les Vignerons de Tutiac, qui se situe à Marcillac, là, dans le Nord Gironde. Et donc, qui nous accompagne bien. Effectivement, moi, je suis adhérent partiel, en fait, à cette cave, donc je vinifie, moi, mes vins. Et j'en apporte une partie à la cave, ce qui nous a permis de passer la période Covid assez
facilement finalement, parce qu'on est soutenu par le groupe. Et c'est ce qui a permis à Maxime de s'installer et ce qui va lui permettre de tenir le coup, justement, par rapport à cette mésaventure du gel de printemps. Ok, donc je vous propose qu'on en parle justement de comment cette cave a permis de tenir le coup, qu'est-ce qui a fait germer cette idée aussi, et tout ça après un peu de musique. Attention, déplacement clic. Rod Stewart, Baby Jane à l'instant sur REM, il est 10h18, deuxième partie de cette interview où nous sommes avec Olivier et Maxime pour parler justement du paysage de la viticulture actuelle entre les joies, les succès et aussi les galères, parce qu'elles sont là cette année particulièrement. On peut même dire qu'avec l'année Covid précédemment, c'est un peu un combo de gros caca sur la tête, et comment on fait justement quand on a une pluie d'emmerdement comme ça qui s'enchaîne, et bien des fois on se dit qu'on a peut-être eu une bonne idée en lançant une structure qui peut elle, de par son impact, sa portée, apporter un peu de souffle et de respiration dans ces moments-là. Je parle bien sûr de la cave que nous avons évoquée juste avant ce titre de Rod Stewart. Alors Olivier, est-ce qu'on peut déjà commencer avec l'historique de cette cave. 2015 donc. Oui, 2015 on crée une petite cave coopérative à Sauternes avec une petite dizaine d'adhérents. Nous avions une toute petite surface parce que quand on démarre, évidemment on ne met pas tous dans le même panier. Alors, la création de cette cave coopérative est venue d'un constat où on vendait nos vracs, donc les vins en vrac séparément. Et effectivement, il y avait un jeu du négoce où on tirait sur les prix à droite à gauche, et parfois même, pour des lots à peu près de même qualité ou similaires, on s'apercevait que le voisin le vendait moins cher ou plus cher que nous. Enfin bon, du coup, le constat de la dispersion de l'offre en fait, de vrac de Sauternes était très préjudiciable pour le producteur. Du coup, l'idée était de se mettre à produire ensemble ces volumes, pour les proposer ensemble, et donc d'être plus fort en proposant un volume plus important, d'une qualité régulière, ce qui est plutôt intéressant aussi pour les acheteurs, puisque ça a évité de sourcer des petits lots à droite à gauche et de créer leur propre vrac. Donc l'idée est venue de ça. Effectivement, ça a été très difficile de se lancer tout seul, même si on a eu des soutiens des pouvoirs publics, etc. Personne n'a cru à notre engouement, parce qu'on n'était pas assez nombreux dès le départ. Après petites expériences diverses et variées, on s'est donc retrouvé amené à fusionner en fait avec les vignerons de Tutiac, qui est une grosse cave issue de fusion des caves du Nord-Gironde déjà, avec une puissance de feu technique et commerciale qui nous intéressait beaucoup. Donc ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'être encore là, d'avoir bien grossi, alors plus d'adhérents, plus de surface, et donc de proposer des volumes de Sauternes et des marques, des marques de caves coopératives de Sauternes sur le marché de façon très cohérente et de façon très qualitative. Oui, parce que c'est vrai qu'on a cette idée un peu du Sauterne, ça a une image assez singulière, le Sauterne, un peu de vin pas élitiste, parce que c'est pas vraiment le terme, mais de vin qui est très typé en fait. Chaque vigneron justement et sur ses parcelles fait son truc. En plus c'est un vin qui demande un travail quand même un peu plus important, notamment au moment des vendanges, au moment de la maturation du raisin. Est-ce que l'idée de faire une cave, c'était la première cave dans le Sauterne en fait? Non, il y a des historiques assez contemporaines finalement, avant la guerre et un petit peu après. Mais c'est vrai que ça s'est vite essoufflé, ça a vite disparu, c'est même sorti de l'inconscient collectif, c'est assez incroyable. De la mémoire même des anciens, on n'en parle pas. Mais pourtant il y a bien des traces effectivement de caves coopératives ou de SICA, de groupements de volumes. Mais ça a disparu. Mais il y a Sauternes, en fait, Sauternes est connu parce qu'il y a des grands crus classés, 1055. Ils sont une vingtaine, et du coup, il y a quand même 180 producteurs encore, je pense, un petit peu moins aujourd'hui. Donc tous ces petits crus-là, ils se défendent un petit peu différemment. Et il y a quand même une grosse partie de vins qui sont encore vendus en vrac au négoce, qui va revendre en fait ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs des supermarchés, vous voyez la marque de Carrefour, de Leclerc, etc., et j'en passe. Ces vins-là sont bien issus de propriétés viticoles de l'appellation,
mais ils sont vendus sous d'autres marques. En fait. Et c'est ce qu'on est en train de produire avec la cave coopérative, entre autres, c'est proposer à ces marques-là des volumes homogènes et de qualité, issus d'un travail groupé de vignerons. Et ça se passe bien quand vous décidez dans l'accueil dans le Sauternais, ça se passe comment quand vous décidez de créer cette cave coopérative? Au départ, pas forcément bien, parce que je pense qu'on n'est pas très bien compris, mais du coup, ça se libère un petit peu, mais évidemment, il y a toujours cette image de la coopérative a toujours une image un peu négative, un petit peu qualitative sur les vins. Bon, j'invite à tous les détracteurs de goûter les produits, en fait, tout simplement. Et puis de se rendre compte qu'une campagne, elle est jolie parce qu'il y a de la vigne, mais s'il n'y a pas de vignerons dessus, il n'y a plus de vigne. Et que seuls les hommes, en fait, entretiennent ces paysages. Et que ce ne sont pas juste des paysages, ce sont aussi des familles entières qui en vivent. Et qu'il faut aussi préserver, en fait, ces emplois, ces implantations de famille et des saisonniers qui y passent. Enfin, c'est tout un système. Je reviens un petit peu sur le gel, hein. Le gel 2021 a impacté 20% des travailleurs, en fait, en Gironde. Que ça soit directement lié à la viticulture ou indirectement. Sur toute la filière viticole, certes, mais c'est aussi le boulanger du village qui a moins de clients parce qu'il n'y a pas de saisonniers qui viennent travailler, parce qu'on a réduit le temps de vendange, parce que si, parce que là. Donc, en fait, oui, parce qu'il faut le dire, le gel, c'est pas juste un vigneron qui perd son raisin. C'est aussi, du coup, les vendanges, c'est par exemple concrètement, pour qu'on ressente bien l'impact. Aujourd'hui, par exemple, combien de temps habituellement pour vendanger et combien de raisins récoltés habituellement dans les moyennes et combien cette année? Si tu peux... Moi, j'ai pas tout à fait fini, mais je sais déjà ce qui va se passer, puisqu'on vendange plus tard, effectivement. On a déjà commencé, mais là je vais avoir un total à peu près par vendangeur d'une dizaine d'heures, là où ils en font à peu près une 120 sur une saison normale en fait. C'est-à-dire qu'ils passent finalement, pour grossièrement schématiser, de un mois de travail presque à temps plein à 2 jours. Oui, c'est ça. Et donc, oui, effectivement, c'est violent. Parce et encore, ici, au Château Labonne, on vendange cette année. Moi, j'ai des voisins qui n'iront pas du tout vendanger. Il n'y a rien à ramasser. Ou en tout cas, rien de... La main-d'œuvre étant allée en coût, le raisin qu'il y a sur le raisin n'a même pas la valeur de la main-d'œuvre pour les ramasser. Ouais. C'est pour vous dire la quantité qu'il y a. Oui, parce qu'en fait, là, finalement, c'est pareil aujourd'hui. Donc, oui, de toute façon, il suffit juste de dire ça, quoi. De 2 jours au lieu d'un mois de travail, voilà. Ouais. C'est assez simple. On imagine bien qu'il y a vraiment... C'est très, très maigre. Et alors, justement, Maxime, toi qui attendais cette récolte pour te lancer, puisque c'était ta première récolte, du coup, quel impact financier et comment ça se gère? Et quelle est la place de la cave dans tout ça, alors? Alors pour moi déjà je suis adhérent total à la cave, ce qui est un soulagement énorme en fait, de se dire il n'y a pas la partie transformation du raisin à gérer. Je sais qu'une fois que j'ai apporté le raisin à la cave, il va être traité de suite, il va être vinifié, donc forcément avec les autres producteurs qui amènent du raisin en même temps que moi, c'est aussi le principe de la cave. Voilà, après eux ils font des bons vins parce que nous on a la chance de les goûter régulièrement, donc on sait la qualité qu'ils proposent. Et puis derrière voilà, on sait qu'ils ont les reins solides pour vendre ça, pour vendre le vin. On sait que même avec on l'évoquait il y a quelques minutes, la crise qui était présente, ils arrivent à vendre notre production de Sauternes. Ce que je veux dire, c'est que pour vendre une production de Sauternes, il faut une production de Sauternes. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu peux arriver à t'en sortir? Quel impact, je veux dire, quel impact concrètement? C'est dur la première année d'installation, parce qu'effectivement, on vit un peu à crédit dans l'attente d'eux. Je veux dire, il n'y a pas des revenus tout de suite, tous les mois qui tombent. T'es pas en train d'aller vendre des paniers sur un marché, ou si t'as vendu 15 paniers, ou cette semaine tu respires, et puis si t'as pas vendu une semaine, t'espères te rattraper la semaine d'après. Là, c'est vraiment, tout se joue sur maintenant, en fait. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est absorbable? Comment et comment tu vois ça pour toi, en fait? Ouais, je vois. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps. C'est-à-dire que ça va être absorbable si ça dure que cette année, que le millésime 2021. Si en 2022 et 2023, parce qu'il faut quand même se projeter assez loin, si sur ces 2 millésimes qui arrivent maintenant, on se retrouve avec des rendements très faibles, c'est-à-dire ceux de cette année,
Ben là, il va y avoir malheureusement, et peut-être moi, beaucoup de gens qui vont mettre la clé sous la porte. Et il faut bien expliquer que ça n'est pas juste des méchants vignerons qui balancent plein d'insecticides dans leurs vignes tout le temps, etc. C'est des gens qui aiment leurs vignes, qui vivent... ça, j'aimerais aussi qu'on en parle. Pour l'instant, je parle argent parce que bon, bah, c'est comme ça. Mais il y a aussi une émotion. Moi, je sais que, bon, je le dis comme ça, c'est clair. J'ai travaillé dans ces vignes, j'ai travaillé dans d'autres vignes. Quand je vois des vignes qui souffrent et qui sont saccagées, il y a aussi une émotion qui est liée à ce qui se passe là, concrètement. Je veux dire, c'est pas juste merde, j'ai mal peint cette bagnole, je suis carrossier, ah là là, catastrophe, quoi. Il y a quand même, c'est touché dans le vivant, dans quelque chose de très vivant. Comment ça se vit émotionnellement, tout ça? Bah, disons que sur les expériences, enfin, moi j'ai jamais vécu de gel de cette ampleur-là. J'ai commencé donc, en 91, il y avait une grosse gel historique. On n'avait pas revu ça depuis jusqu'à 2017, qui est plutôt récent. Et en 2017, je pensais déjà ne pas le revivre. En fait. Malheureusement, on a eu d'autres petites gelées, en l'occurrence l'an dernier déjà. Puis cette année, la pire que de mémoire de vignerons, on est vu. Quoi. Donc, enfin, en tout cas, de la mienne, et même les anciens, les plus anciens que moi, n'ont pas souvenir de voir des gels aussi. Ah oui, vous en avez parlé avec les anciens. Il y a en fait des résultats aussi à 100% de vignobles ravagés et avec 0 récolte derrière, c'est quand même assez rarement vu. Quoi. Donc c'est vrai que sur notre partie sud-girondine, là, des graves du sud et puis le Sauternais, on a particulièrement souffert, mais c'est quand ça devient récurrent. Un coup c'est le Nord-Gironde, un coup c'est de la grêle, un coup c'est autre chose. Donc il y a vraiment un changement qui se crée. La problématique de la vigne et des AOC, c'est c'est de la culture pérenne, et deux, on a des cépages effectivement autorisés, on peut pas trop changer de fusil d'épaule, et dans tout cas, le temps que la vigne pousse et qu'on se rende compte que ça marche ou ça marche pas, c'est toujours un peu long. On ne change pas, on n'est pas céréalier, on ne change pas de culture du jour au lendemain, enfin, d'une année à l'autre, s'il y a besoin. Donc, le temps d'adaptation est toujours long. Est-ce qu'on est en train de vivre un vrai changement climatique qui va s'installer dans cette configuration-là? Ou est-ce que c'est passager et que finalement ça ira mieux demain? Ça reste des questions. Tant qu'on y réfléchit, les années passent en fait. Et on a de plus en plus de problèmes de climat. Cette année, il y a eu une grosse pluviométrie aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas eu que ça cette année. Enfin, voilà. On a manqué d'ensoleillement, on a eu trop d'eau, on a eu du mildiou, donc forcément, une maladie qui ravage les feuilles et les grappes. Alors déjà, quand on n'en a pas beaucoup, c'est compliqué. Voilà. Et puis derrière, une petite nouveauté qui est un peu spécifique à l'année, une grosse attaque fin juillet, début août, là, de cicadelle de la grillure, un petit insecte qui pique les nervures des feuilles et qui les grille. On a tous vu dans l'entre-deux-mer ou ailleurs, le vignoble il est pas joli, quoi. Les couleurs des vignes ne seront pas belles cette année. Vous n'aurez pas un joli jaune, un joli rouge, des jolis paysages d'automne. Les cicadelles et le milieu ont déjà fait le boulot, donc c'est assez terrible. Donc, c'est vrai que c'est une année combo un peu. Moi, ça m'apprend. Finalement, au bout d'une vingtaine de millésimes dans le Sauternais, on apprend encore. Du coup, il faut le voir comme ça. Ça fait une expérience de plus. Ça permet aussi d'apprendre la gestion un peu serrée, effectivement, sur les coûts de production, puisqu'on sait d'ores et déjà qu'on enchaîne des années compliquées. Voilà, pour mon petit camarade à côté, effectivement, on commençait une année avec si peu de raisins. Je vais revenir sur la cave coopérative, puisqu'il a omis de préciser quelque chose. C'est-à-dire que le groupe ne le laissera pas tomber. Donc on l'a installé. Il est en place, donc il est adhérent à la cave pleinement, et il est adhérent à minima pour 5 ans, parce que c'est les périodes sur lesquelles on engage notre vignoble. Ce qui veut dire que l'an prochain, il n'aura pas de revenus énormes, parce qu'il n'a pas beaucoup de production, mais pourtant, il va bien falloir faire vivre cette exploitation. Et lui, par la même occasion, parce qu'un vignoble, c'est un vigneron avant tout. Et donc, il y aura toujours des systèmes d'avance, de trésorerie. En fait, il va hypothéquer sa future récolte, hein, mais au moins, il pourra toujours payer ses factures et continuer à faire les avances de culture dont on a besoin pour arriver à produire du raisin. Et je rejoins ce qu'il disait en croisant les doigts, parce qu'il ne faudrait pas que ça nous arrive à nouveau. Mais pour ça, il va pouvoir s'assurer cette année, puisqu'il est enfin installé, donc il y a des assurances, il y a des choses à mettre en place, et le groupe Tutiac pourra l'accompagner jusqu'au bout. Oui. Mais ça, sans ça, évidemment, sans cette coopérative aujourd'hui, c'est déjà morné. En fait. Ouais, c'est quand même impressionnant. Les banques, les assurances suivent comme ça à l'installation avec cette période?
Alors, ou est-ce qu'il faut justement l'appui d'une cave du groupe? Dans ce cas-là, effectivement, je pense que si Maxime avait dit je vais aller vendre mon Sauterne dans 2 ans, parce qu'il sera prêt que dans 2 ans, le 2021 finalement, dans 2 ans sur les marchés du coin, personne ne l'aurait suivi, parce qu'il aurait fallu argenter 3 ans de culture, c'était pas possible. Mais avec le groupe derrière, il n'y a aucune question qui se pose, effectivement. Une cave coopérative, c'est le prolongement de notre exploitation, finalement. C'est notre chez, c'est nos commerciaux. Donc, il faut le voir aussi comme ça. C'est pas juste... mais s'installer aujourd'hui dans la Sauterne, surtout, tout seul, comme ça, en partant la fleur au fusil, ce serait pas passé, non, je crois pas. Enfin, je sais pas ce qu'on pense de Maxime, parce qu'on va laisser parler un peu. Oui, non, mais c'est sûr. Je crois que tu as tout dit, en fait. C'est... La banque m'a suivi principalement grâce à ça. Grâce au fait que ça soit... suivi par un grand groupe quand même. Il faut pas se le cacher. Ce groupe est gigantesque. Ils ont une portée internationale, donc effectivement, peut-être que sans eux, je serais pas là aujourd'hui, pas à vous parler parce que j'aurais pas d'exploitation tout simplement. Grâce à ça, ouais, tout est peut-être plus facile dans la partie commercialisation et les mots sont justes. Hein. C'est vraiment le prolongement de notre entreprise personnelle. Je voulais savoir, tu ne vinifies pas aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est pour justement prendre le temps de démarrer et de brique après brique construire ton exploitation, et c'est un objectif à terme, ou est-ce que c'est vraiment un choix pour l'instant qui te va très bien, c'est-à-dire pour l'instant tu es plus déjà dans la culture du raisin, dans la récolte, et puis le reste on verra après? Ouais, non, c'est ça. C'est en fait, je préfère pour l'instant construire petit à petit, solidifier les bases de mon entreprise. Et pourquoi pas d'ici peut-être une petite dizaine d'années. Alors ça paraît loin pour certains, mais ça va arriver très vite. De commencer à faire mes propres bouteilles et pas une grande cuvée, enfin pas de grand volume. Une grande cuvée, j'espère, mais pas de grand volume. Puis voilà, commencer à vendre petit à petit, peut-être 600 ou 1000 bouteilles. Et puis au fur et à mesure, si mes marchés personnels se développent, pourquoi pas augmenter. Mais oui, pour le moment, c'est quand même hyper rassurant de commencer avec un groupe qui nous aide dans la commercialisation, tout simplement. Alors, on parle de commencer avec toi. L'agriculture, en ce moment, subit, j'ai l'impression quand même, une petite mutation au niveau de la pensée, de la façon d'aborder à nouveau l'agriculture, après une hyper-industrialisation dans les années 90, enfin jusque dans les années 90-2000. On voit un petit peu des changements aujourd'hui, et toujours avec cette idée de trouver quand même un modèle économique viable, évidemment. Et justement, je suis parti rencontrer deux mecs qui au départ n'étaient pas du tout dans l'agriculture, puisqu'il y en a un, c'est Damien, et les auditeurs de REM l'écoutent régulièrement les lundis et mardis entre 9h et 11h, et ils ont décidé justement eux de se lancer dans le concept de paysan boulanger, voilà, qui est un concept qui est en train de se développer un peu partout. Alors la Gironde, en plus, là où c'est un peu original, c'est que la Gironde n'est pas une terre céréalière à la base, spécialement. C'est plutôt de la vigne au départ. Ce qui a eu un petit impact d'ailleurs sur leur mise en place, parce qu'ils ont une idée assez précise, notamment au niveau des graines, des semences. Voilà. Et je vous propose d'écouter tout de suite donc les deux Damien qui ont lancé leur fournil des Dames. Le fournil des Dames, c'est des paysans boulangers. En fait, en 2019, on a eu l'opportunité de récupérer des terres sur Bari, notre commune, et des terres en fermage. Et du coup, on a saisi l'occasion pour essayer de s'impliquer dans la vie du pays et dans le bien manger au pays. Et du coup, l'idée, c'était de semer des graines
d'en faire de la farine et de faire du pain derrière. Donc du coup, on a pu récupérer des graines de variétés anciennes dans le Gers. Okay. On a contacté un faiseur de moulins en Aveyron. Du coup, il nous a fabriqué notre moulin. Donc un moulin électrique avec une meule en granit du scie d'Auvre là, de 50 cm, c'est un petit moulin, mais qui nous fait la farine. Et puis après, on s'est dit, on va fabriquer un four à bois pour en faire du pain. Donc on a tout maîtrisé, la fabrication du fournil, on maîtrise la chaîne de production. Casser les intermédiaires, on se disait qu'il fallait réinventer l'agriculture et revenir sur des basiques, c'est-à-dire casser tous les intermédiaires et toutes les personnes qui se font des marges sur le dos de l'agriculteur, et du coup revenir à une agriculture plus paysanne, et puis rester avec des valeurs de bien-être, bien manger, respect du sol, toute une dimension agroécologique et de bien-être aussi. Voilà. Ben en fait, on cherchait des variétés anciennes parce que ce sont des variétés qui sont plus rustiques, qui ont plus de goût, qui ont des plus petits gluten, donc qui sont moins allergisantes, qui sont saines en fait. Sauf que ces variétés ne sont pas inscrites au catalogue, donc on ne veut pas les acheter. Du coup, c'était compliqué à trouver. Donc, on a cherché, mais en Gironde, qui n'est pas une terre de céréales, on n'a pas trouvé. Dans le petit réseau qu'on avait au début, on n'a pas réussi à en trouver suffisamment pour pouvoir ensemencer ce qu'on voulait. Sinon, on a des copains qui nous ont donné 20 kilos, 25 kilos de grains. Ces grains-là, tu les multiplies, et l'année d'après, tu as 100 kilos, que tu remultiplies, et l'année d'après, tu as un peu plus, et ainsi de suite. Et du coup, pour pouvoir en vivre, il fallait 4-5 ans. Donc là, on a trouvé un céréalier qui vendait ça, et on a récupéré une quantité de graines qui nous a permis d'ensemencer la première année 6 hectares. Et voilà comment ça s'est passé au début. Et voilà, l'idée c'était ça, d'être autonome. Et du coup aussi, on fait de la culture en association. C'est-à-dire qu'on sème du blé avec une légumineuse. En l'occurrence, pour nous, c'est de la fève-rôle. Okay. Et cette légumineuse capte l'azote de l'air et la restitue à la plante avec laquelle elle pousse. Du coup, là, le blé, au printemps, quand il a besoin d'azote, il récupère l'azote dans les racines de la légumineuse. Et du coup, ça permet d'éviter de mettre de l'engrais et de redonner un peu au sol en même temps qu'on lui prélève. Ah oui, là, on est sur des petits rendements. Dans tous les cas, les variétés anciennes, n'étant pas des graines sélectionnées, n'ont pas été sélectionnées pour faire du rendement. Donc, elles font le rendement qu'elles font par rapport au climat, à l'année. Donc, ce sont des petits rendements. Nous, depuis qu'on a commencé, on tourne entre 10 et 20 quintaux à l'hectare, sachant que quelqu'un qui est en conventionnel, vraiment une culture conventionnelle, fait entre 60 et 80 quintaux. Ah, mais derrière, nous, on valorise le grain que l'on fait. Ouais, la première farine qu'on a sortie, les premiers pains qu'on a sortis, ouais, c'était impressionnant, quoi. On n'avait jamais senti des odeurs pareilles, quoi. Ouais. Vraiment, ouais. Enfin, du moins, voilà, dans les pains que nous, on avait fabriqués, quoi. Déjà de la baguette, non. on fait pas de baguette. Qu'est-ce que vous faites ? On fait des pains boules en 1 kg, 1,5 kg ou 2 kg, okay. Des bâtards en 1 kg et des moulets en 800 grammes. Voilà ce qu'on fait. Après, il y a quelques pains spéciaux. On commence à faire des pains un peu au raisin, des pains au chorizo, quelques pains spéciaux, on va dire. Mais on ne fait pas de baguette. En fait, nous, on fait du pain qui se conserve. Il se conserve 4-5 jours sans problème. Et au contraire, il évolue dans le temps, il se bonifie. Et au bout de 4-5 jours, la première tranche va commencer à rassir un petit peu. Mais si on la coupe, ou même si on peut la manger, si on la coupe, le reste se mange pendant la semaine sans problème. Donc au début, les gens ils nous disaient « Oh, mais ça fait des gros volumes ». Mais en fait, ça marche parce que tu le tiens dans la semaine. Du coup, on vend sur le fournil ces jours-là. Donc après, il se peut des fois que les gens se pointent en disant « Je veux du pain » et qu'on ait un peu de rab, mais c'est rare. Après, on a des points de vente sur l'Aréole. Il y a 2 boutiques. La Porte des Épices est à la mode de chez nous. Et pareil, ils font sur réservation. On a aussi une boutique à Langon qui s'appelle Liparla. C'est une boutique de produits basques, mais c'est un copain et du coup il a fait un point de vente aussi là-bas. Du coup, on a aussi 3 AMAP sur Bazas, Langon et Paillet.
Donc Bazos le mercredi, Langon et Paillé le jeudi. Et on a aussi une association à Biojac, c'est un café associatif qui s'appelle La Maison, et qui fait de chouettes trucs tout au long de l'année. Et le mercredi, elle nous prend du pain et elle fait une vente là-bas aussi, sur réservation, pareil. Et donc du coup, il y a pas mal de Biojaquais qui mangent notre pain parce qu'elle nous en prend pas mal. Donc, du coup, voilà les endroits où on peut trouver notre pain localement. Je pense que j'ai oublié personne. Et voilà, dernière partie de cette émission avec donc en invité Olivier Maxime vigneron dans le Sud-Gironde et avec qui nous dressons une sorte de bilan de cette année un petit peu terrible, et en même temps on en profite pour regarder d'autres manières d'approcher aujourd'hui la production agricole, avec cet exemple donc du Fournil des Dames où deux mecs ont dit un jour bah tiens, tu sais quoi, on va être paysan boulanger, on va faire notre blé, on va en faire notre farine, on va faire notre pain, ce qui est une manière d'approcher les choses. Et c'est surtout pour moi plus qu'une solution intéressante ou viable ou quoi, c'est cette expression du questionnement qui existe aujourd'hui face au métier d'agriculteur et de son modèle économique et de sa façon de produire en fait. Donc Olivier, est-ce que par exemple toi aujourd'hui tu es dans cette sorte de questionnement? Alors oui, tout à fait. Je reviens par rapport aux catastrophes de l'année. On se pose question en fait sur la problématique de la monoculture, parce que la Gironde est devenue quasi monoculture en vigne, et les vignobles se sont beaucoup agrandis. Ils sont effectivement par rapport aux gens qui viennent de parler, là, c'est pas, les terres disponibles ont été compliquées hors vigne en fait. Donc aujourd'hui on est en train de revenir là-dessus. On voit bien qu'il y a des jeunes qui s'installent en maraîchage, notamment en local, puisqu'il y a une vraie demande. Donc il y a de la place pour travailler, de faire des choses de moins en moins impactantes en fait, sur l'environnement. Nous, en viticulture, on a beaucoup progressé, malgré ce qu'on peut dire. On est un des métiers où on a beaucoup plus avancé en 10, 20 ans même. Si vous saviez ce qu'on faisait autrefois et ce qu'on nous reproche aujourd'hui, et les efforts qui ont été faits pour en arriver là, donc on est de plus en plus propre. Par contre, la problématique de la viticulture, les pollutions dues aux pesticides, on va appeler ça comme ça en général, c'est dû à la concentration en fait, des vignobles. C'est-à-dire que vous produisez la même chose sur un même endroit, en grande quantité, vous utilisez les mêmes choses. Si on multiplie les cultures, on va utiliser d'autres produits et les pollutions seront diffuses, en fait, beaucoup moins impactantes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, ne pas mettre les œufs dans le même panier, hein, parce qu'effectivement, quand la vigne a gelé et qu'elle ne produit rien, est-ce qu'on ne pourrait pas produire autre chose en parallèle pour justement maintenir les exploitations en place? Est-ce que c'est possible, ça, aujourd'hui, de se dire, bon, j'ai 20 hectares de vignes, ben, je vais m'en garder 15 et 5 dans une culture alternative qui me permettra de sauver les meubles au cas où? Alors oui, c'est possible de l'imaginer. Le problème, c'est que la viticulture reste, quand ça fonctionne bien, reste assez rentable. Ça reste le produit agricole le plus rentable. Donc c'est difficile de revenir à un rapport à l'hectare un peu moins important en termes financiers, effectivement. Ça se réfléchit, mais je pense que ça se mettra en place de plus en plus. Vous allez voir les paysages changer, et c'est pour ça, c'est pas plus mal. Pour revenir à nos amis artisans boulangers, finalement, ils sont pas différents d'un vigneron, puisque nous aussi, on produit notre raisin, nous aussi, on produit notre jus de raisin, et nous aussi, on fait notre vin, à l'instar de leur blé, leur farine et leur pain. Donc finalement, ce qu'on faisait plus sur la céréale, ils y reviennent, je trouve ça intéressant. Mais il y aura d'autres modèles comme ça. Reste à savoir, enfin nous on parle ici, c'est facile, on est en Gironde, on est sur un département extrêmement rural avec de la terre disponible encore pour l'agriculture. Le monde entier n'est pas comme ça. Il y a des villes et des mégapoles avec des millions de gens à nourrir, et il y a des modèles, malheureusement on a mondialisé aussi la nourriture, hein, donc ça mais c'est dû essentiellement, je pense, à la démographie. Il va peut-être falloir retrouver aussi des modèles agricoles plus cohérents, moins impactants, et puis plus local, puisque on ne sera pas dépendant en fait d'un climat de l'autre côté de la planète ou d'un fournisseur de l'autre côté de la planète. C'est vrai pour toutes les filières d'ailleurs. Mais... Oui, parce que c'est ce qu'on disait hors antenne, voilà. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans cette crise-là de se rendre compte que la mondialisation c'est bien tant que ça marche en tant fait. Que ça fonctionne. Voilà. Et à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un petit
grippage dans un engrenage en fait beaucoup plus fragile qu'on ne voulait bien nous le faire croire. Parce qu'en réalité, c'est une succession de chaînes logistiques terriblement complexes à gérer. À partir du moment où ça se casse à un endroit, c'est une pénurie et ça a un impact direct. Là, moi, je parlais de l'informatique parce que je suis un peu ça. Par exemple, il y a des gens qui ont des ordinateurs à vendre à 1000, 1500 balles leur ordinateur qu'ils ne peuvent pas finir de produire parce qu'il leur manque une pièce à $1. Parce que cette pièce manque, donc ils ne peuvent pas aller au bout. Donc, du coup, tout se grippe. Et c'est un système qui s'écroule et donc des prix qui montent. Et effectivement, cette agriculture un petit peu plus locale, est-ce que c'est pas propre à l'agriculture, ça, d'être directement en lien avec le réel, en fait, et d'être obligé un petit peu, quelque part... On a cette image d'Épinal, de l'agriculteur un peu ronchon, qui évolue pas, qui fait son truc et son machin. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se planter dans cette image d'Épinal? Est-ce que l'agriculteur, par la force des choses, des intempéries, des conflits, enfin des difficultés affrontées au quotidien, n'est finalement pas plus souple et mobile qu'on imagine? Mais en fait, je pense qu'on a une capacité d'adaptation à l'instant. On va réagir à la météo du jour. Donc, il n'y a pas plus adaptable qu'un agriculteur. On s'adapte aussi dès le départ sur les normes qui viennent d'une AOC ou d'un type de production, les normes européennes qui ont rajouté en fait des contraintes et on s'est toujours adapté. À chaque fois, d'ailleurs, on nous en demande quand même beaucoup. Donc, on s'adapte tout, à la réglementation, aux produits interdits, toutes les règles qui se resserrent autour d'une production. L'homme, enfin, le paysan, c'est un mot que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que je respecte énormément, et l'homme qui vient de son pays et qui travaille sa terre, c'est toujours adapté à la situation, a toujours produit à manger, à boire pour les autres. Il va falloir aussi que les jeunes y reviennent. C'est pour ça que je suis content d'avoir Maxime à mes côtés, mais sur d'autres productions, ce qui est moins évident, effectivement, sur d'autres filières qui sont extrêmement dangereuses aujourd'hui. Je pense à l'élevage notamment, mais bon, il y a du travail à faire et de la reconnaissance aussi envers ces agriculteurs qui travaillent au quotidien, qui souffrent quand même beaucoup. Peu de gens, en fait, pourraient du jour au lendemain se mettre à faire 15 heures de travail et travailler sa vache pour faire du lait au prix où ils sont vendus. En fait, il faut devenir cohérent. C'est pareil pour les fruits calibrés et surtraités. Pareil, tout le monde veut des choses propres, mais il faut aussi que les mentalités changent en fait sur les produits à consommer. Oui, que ce soit moins un effet de réaction épidermique à une tendance d'un instant, mais plus un mouvement de fond, où le consommateur aussi se rend compte que de toute façon c'est lui qui est au bout de la chaîne et que c'est donc lui qui décide, qui valide ou pas des politiques et des choix. C'est-à-dire que c'est facile de dire aux producteurs ouais, mais vous polluez les sols, vous machin ou quoi, quand en même temps on demande justement en retour de pouvoir manger des pommes tout le temps, des choses tout le temps, des pommes en quantité, des pommes qui tiennent 3 semaines au frigo parce que voilà, je veux pas acheter des pommes tous les jours. Voilà, c'est exactement ça. Conscience. Et dans la conscience du jeune producteur, Maxime, toi, est-ce qu'aujourd'hui tu sens déjà qu'il s'opère une bascule, et on va finir là-dessus d'ailleurs, il s'opère une bascule entre ce que tu imaginais de ton métier et ta pratique et ce que tu sens peut-être obligé d'évoluer aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de te dire va peut-être falloir que je commence à penser autrement là? C'est une certitude, oui, effectivement, il faut pas rester dans le mode de culture qu'on connaît actuellement. Il faut peut-être oser s'aventurer dans quelque chose de différent. Alors bon, il y a d'autres méthodes de culture qui existent qui moi me conviennent pas, mais voilà, quelque chose de très respectueux de l'environnement, je crois qu'on le fait déjà. Mais forcément, on peut toujours pousser plus loin et ça c'est intéressant quand même à faire. Et je pense que on y va en fait doucement, que ce soit par obligation parce que on a des normes à respecter qui arrivent chaque année, ou par volonté propre du producteur. Oui, on y arrive. Parce que en fait, ce qui m'a touché en fait dans ce que disait Olivier, c'est cette idée que, parce que ça rejoint un peu quelque chose que je pense que rien n'est mauvais dans la vie tant que ça n'est pas transformé en excès en fait. C'est-à-dire qu'effectivement un produit, je vais même prendre un exemple extrême, le Coca-Cola, oui, c'est pas top, mais boire une canette de Coca dans la semaine, c'est pas un problème. Le McDo, c'est de la merde, mais aller au McDo une fois dans le mois parce qu'à un moment c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est quand McDo devient une façon de manger, en fait, au quotidien. Ou quand le Coca devient un remplacement de l'eau. Voilà. Et
Et effectivement, est-ce que le souci, c'est pas d'être dans une région qui s'est étendue dans une monoculture et qui en a fait un métier entier, et aujourd'hui que cette culture est fragile, et alors qu'elle est une ressource pour toute la Gironde, en fait, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pas parce que la vigne en soi est toxique, pas parce que la manière de cultiver la vigne est toxique, mais parce qu'en fait, on ne fait plus que ça. Est-ce que toi, par exemple, tu te dis, tiens, ouais, je vais peut-être en profiter pour aller ailleurs, autrement? Oui, enfin, il y a plusieurs possibilités. On le fait déjà, mais Déjà, ouais. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, je sais pas. Est-ce que tu fais pas que de la vigne, disons-le clairement, par exemple? Si, enfin moi je fais que de la vigne là actuellement. Ouais. Quand on fait des rotations, parce que à un moment on arrache la vigne parce qu'elle produit plus assez, ou on juge que la qualité qu'elle produit n'est plus correcte par rapport à nos attentes. On le fait déjà, par exemple, on donne nos terres à d'autres agriculteurs, notamment les grandes cultures, qui eux font leur blé, font leurs céréales, leurs petites céréales dessus. Après, les maïs, ça demande quand même quelque chose d'assez particulier à produire, donc c'est plutôt des petites graines comme ça que de la très grande culture de maïs. Parce qu'on n'arrache pas des grandes surfaces en même temps, donc ouais. C'est rigolo comme... Quand on est dans les médias, dans un effet loupe un peu, on a l'impression de découvrir des choses et de donner des leçons à des personnes qui en fait sont déjà en train au quotidien de faire ce qu'on leur dit finalement. Moi, c'est quand je parle comme ça avec mes grands airs de mec qui a lu 3 articles et regardé 2 reportages, j'arrive imbu de mon manque de connaissances très biaisé, et je me confronte à une réalité qui est déjà en place. Parce qu'en fait, on est face à une communication un peu biaisée, effectivement, parce que le paysan, il va pas raconter ce qu'il fait vraiment, ou enfin, il maîtrise un peu plus les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'est pas non plus complètement déconnecté, mais c'est vrai que sur des petites actions comme ça, aller proposer à son voisin de faire des céréales pendant qu'il n'y a plus de vignes dessus, ce qui va nous servir, nous, derrière, à avoir une structure de sol, etc. Il y a vraiment un échange une raison technique. Arrêter certains produits. Moi, j'ai pas communiqué cette année ou les années d'avant parce que j'arrête tel ou tel produit parce que j'ai conscience que ça va pas du tout. C'est vrai qu'on ne parle pas de ça parce que du coup, c'est un peu tabou puisque la viticulture, notamment, est attaquée sur l'utilisation des pesticides en quantité. On va pas aborder le sujet parce que sur un réseau social, si je dis, tiens, j'ai arrêté tel produit, il y a toujours des réactions négatives par rapport à ça. Donc on est effectivement plus vite que les gens imaginent. Il va peut-être falloir apprendre à communiquer, mais peut-être que, je sais pas, Madame Lucet pourrait venir faire un reportage sur ce qui est positif, en fait, de temps en temps. Une fois qu'elle a fait le négatif, elle revient 10 ans plus tard, et peut-être que ce serait sympa qu'elle fasse un petit bilan. Je dis pas que sa voix n'a pas servi, d'ailleurs, si on parle de ce sujet-là. Ça a fait accélérer les choses, et ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, ça satanise un petit peu certains métiers, et du coup, on est toujours un peu mal regardé. Je vais en profiter d'ailleurs pour inviter les néo-ruraux ou les habitants des campagnes d'aller discuter avec leurs voisins paysans, d'aller goûter ce qu'ils font et d'échanger avec eux, s'apercevoir que finalement, bien souvent, on tombe sur des gens bien plus respectueux que l'image de certains médias veulent bien nous donner. J'aime beaucoup cette dernière... cette conclusion, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour prendre ce temps-là et parler très en surface d'un métier qui est, comme beaucoup de choses finalement, extrêmement complexe, et pas compliqué, mais complexe, parfois compliqué avec des années pareilles. Mais bon, je vous souhaite surtout de ne pas lâcher, de trouver de la ressource, des nouvelles idées, des propositions qui nourrissent l'enthousiasme. Et encore merci d'être venu. Merci à toi.